Ok Thomas, imagine la scène. On est aux Bahamas. C'est le paradis, l'eau est turquoise, le soleil tape, et au milieu de ce décor de carte postale, dans un penthouse à 40 millions de dollars, t'as une bande de gamins, littéralement des gamins dans la vingtaine, qui sont en train de jouer avec, quoi, 32 milliards de dollars? C'est juste inconcevable. Ouais, c'est le décor parfait pour un film catastrophe, non? Sauf que là, le catastrophe, c'est pas un astéroïde, c'est un type en short cargo, t-shirt trop large avec une coupe afro improbable. Sam Bankman-Fried, SBF, le Mozart de la finance. Enfin, c'est ce qu'on croyait. C'est ça qui me rend dingue. Ce type, SBF, il était partout. En couverture de Forbes, de Fortune, on le présentait comme le Warren Buffett de la crypto, le sauveur. Et au final, c'est probablement l'une des plus grandes arnaques financières de l'histoire. On parle de gens qui ont tout perdu, Thomas, des économies d'une vie, juste vaporisées. Comment on a pu se faire avoir à ce point? C'est la question à 1 million ou à 8 milliards pour être précis sur le trou dans la caisse. Pour comprendre l'arnaque FTX, Sarah, il faut oublier l'image du banquier classique. SBF a construit un mythe, le mythe de l'altruisme efficace. L'altruisme efficace, c'est leur philosophie, c'est ça? Gagner un max d'argent pour le donner? Exactement. Earn to give. L'idée c'est, je vais devenir ultra riche, pas pour m'acheter des yachts, mais pour sauver le monde, éradiquer le paludisme, prévenir les pandémies. C'est un bouclier moral parfait. Qui va aller fouiller dans les comptes de Mère Teresa version Silicon Valley? C'est là que le piège se referme. Parce que derrière cette façade de bienfaiteur végétalien qui dort sur un pouf au bureau, il y avait une machine à frauder d'une complexité et en même temps d'une bêtise effrayante. Ok, alors rentrons dans le dur. Parce que moi, la crypto, je t'avoue que parfois ça reste un peu flou. Avant qu'on parle de la fraude, faut qu'on comprenne le terrain de jeu. C'est quoi FTX à la base? Et pourquoi les gens leur faisaient confiance? FTX, c'est une plateforme, un exchange. Pour faire simple, c'est comme une bourse, comme Wall Street, mais pour les crypto-monnaies. Tu veux acheter du Bitcoin, tu vas sur FTX, tu déposes tes euros et tu achètes. Tu veux parier que le Bitcoin va monter ou descendre, tu le fais sur FTX. C'était devenu la deuxième plus grosse plateforme au monde. C'était fluide, c'était cool, l'appli était géniale. D'accord, donc en théorie, FTX, c'est juste un intermédiaire. Ils prennent une commission sur mes transactions, point barre. L'argent que je mets chez eux, il est censé rester chez eux, non? Ah Sarah, censé, c'est le mot-clé. Dans un monde normal, oui. Si tu mets 1000 euros sur ton compte en banque, la banque les utilise un peu, mais il y a des règles strictes, des assurances. Dans la crypto, c'est le Far West. Mais avant d'aller plus loin, tu m'as dit que c'était flou pour toi. Si on veut comprendre comment il a volé l'argent, faut comprendre la base, la blockchain. Vas-y, éclaire-moi, mais fais simple s'il te plaît. Pas de jargon technique incompréhensible. Ok, imagine un immense cahier, un registre, comme un livre de compte à l'ancienne. Ce cahier, il est posé au milieu de la place du village. Tout le monde peut venir écrire dedans. Thomas donne 10 euros à Sarah. D'accord, je vois le cahier. La particularité de ce cahier, c'est que personne ne peut arracher une page. Personne ne peut utiliser de correcteur blanc. On ne peut qu'ajouter des lignes. Et surtout, tout le monde a une copie de ce cahier chez soi qui se met à jour en temps réel. Si j'essaie d'écrire Thomas à 1 million d'euros alors que tout le monde voit que j'en ai que 10, tout le village crie menteur et l'écriture est rejetée. C'est ça la blockchain. C'est la transparence absolue et infalsifiable. D'accord, c'est limpide, c'est la confiance par la technologie. Mais alors, attends, si la blockchain c'est la transparence absolue, comment SBF a pu cacher un trou de 8 milliards de dollars? Tout le monde aurait dû le voir sur le cahier, non? Et c'est là l'ironie tragique de l'histoire. FTX, ce n'est pas de la blockchain. FTX, c'est une entreprise centralisée. Quand tu envoyais tes bitcoins chez FTX, ils entraient dans la boîte noire de SBF. À l'intérieur de FTX, ce n'était pas un registre public. C'était un fichier Excel géré par des gamins aux Bahamas. Une fois que ton argent franchissait la porte de FTX, tu ne savais plus ce qu'il devenait. Tu voyais un chiffre sur ton écran d'application, Sarah possède un bitcoin. Mais c'était juste un affichage. La réalité, c'est que ton bitcoin n'était peut-être plus là depuis longtemps. C'est terrifiant. C'est comme si je déposais mon manteau au vestiaire d'une boîte de nuit, on me donne un ticket, mais derrière, le mec du vestiaire est parti vendre mon manteau pour aller jouer au casino. C'est exactement ça. Et le casino, dans notre histoire, il a un nom, Alameda Research.
Alameda Research. On entend toujours ce nom associé à FTX. C'était quoi exactement? Une autre boîte à lui? Ouais, SBF a fondé Alameda avant FTX. C'était un fonds de trading. En gros, une boîte conçue pour faire des paris financiers agressifs. Au début, il gagnait de l'argent légalement grâce à des écarts de prix sur le Bitcoin entre l'Asie et les États-Unis. Mais très vite, Alameda a commencé à perdre. Beaucoup. Il prenait des risques insensés. Donc, d'un côté, t'as FTX, la plateforme sûre pour le grand public, et de l'autre, Alameda, le fonds spéculatif cow-boy qui prend des risques. Ils étaient censés être séparés, non? Il y a des lois contre ça. On appelle ça la muraille de Chine en finance. Ah, la muraille de Chine chez FTX, c'était plutôt un rideau de douche transparent. C'est là que le thriller commence vraiment. SBF disait partout « Alameda est un client comme un autre sur FTX, pas de traitement de faveur ». C'était un mensonge énonté. En réalité, Alameda avait un God Mode. Un God Mode, comme dans les jeux vidéo? Exactement. Gary Wang, le cofondateur et le codeur de génie de la bande, avait inséré une petite ligne de code secrète dans le moteur de FTX. Cette ligne disait en substance « Si Alameda Research n'a plus d'argent, ce n'est pas grave. Laisse-les continuer à retirer des fonds. Laisse-les aller en négatif, à l'infini. » Attends, tu es en train de me dire qu'ils avaient une carte de crédit illimitée? Pire que ça, une carte de crédit illimitée qui piochait directement dans les poches des clients de FTX. Quand Alameda faisait un mauvais pari et perdait 1 milliard, ils allaient sur FTX et ils prenaient 1 milliard sur les dépôts des clients pour se renflouer, sans que personne ne le sache. Les clients voyaient toujours leur solde affiché, mais l'argent physique était parti boucher les trous d'Alameda. Mais c'est du vol, c'est pas de la mauvaise gestion, c'est du vol qualifié. Comment ils ont pu justifier ça moralement? Je veux dire, ils se voyaient comme des altruistes, non? C'est la gymnastique mentale des escrocs, Sarah. SBF se disait probablement « C'est temporaire, je suis un génie, je vais refaire cet argent, je vais gagner le prochain pari, je rembourserai les clients et personne ne saura jamais rien. Et avec les bénéfices, je sauverai le monde. » C'est l'hubris, l'orgueil démesuré. Ils ont commencé à utiliser l'argent des clients pour tout. Acheter de l'immobilier aux Bahamas pour les parents de SBF, plus de 100 millions, faire des donations aux partis politiques américains, démocrates et républicains pour se couvrir, acheter des parts dans d'autres boîtes. Et sponsoriser des stades. Le stade de Miami s'appelait la FTX Arena. Ils avaient Tom Brady et Gisele Bündchen dans leur pub. Tout ça, c'était de la poudre à yeux. C'était payé avec de l'argent volé. Mais le château de cartes tenait grâce à un autre élément magique, le FTT. Le FTT? C'est quoi encore ça? Un autre jargon? C'est le token, la monnaie créée par FTX. Imagine que j'imprime des billets de Monopoly chez moi, je les appelle Thomas Coins et je dis que chaque billet vaut 100 €. Si je convainc assez de gens que ça a de la valeur, je suis riche, sur le papier. FTX a créé le FTT. Ils en ont gardé la majorité et ils ont utilisé ce FTT comme garantie pour emprunter de l'argent réel. Je crois que je te suis, mais c'est tordu. Ils impriment leur propre argent, ils disent « Regardez, ça vaut des milliards » et les banques ou les investisseurs disent « Ok, on vous prête des vrais dollars contre ça ». C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la flywheel, la roue libre. Tant que le prix du FTT monte, SBF est l'homme le plus riche du monde. Alameda peut emprunter des milliards en utilisant le FTT comme collatéral. Tout va bien. Mais si le prix du FTT s'effondre, tout s'écroule, parce que la garantie ne vaut plus rien. Et c'est là qu'on arrive au drame, novembre 2022, la semaine où tout a basculé. J'ai suivi ça sur Twitter, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Qu'est-ce qui a déclenché l'avalanche? Le grain de sable, c'est un article de presse. Le site CoinDesk publie un scoop, le 2 novembre. Ils ont mis la main sur le bilan financier d'Alameda Research. Et là, surprise, le bilan est rempli de FTT. Ce n'est pas des dollars, pas de l'or, pas des actions Apple, juste des milliards de dollars de cette monnaie inventée par FTX. Le marché réalise soudainement « Attendez, l'empereur est nu, l'empire SBF ne repose sur rien ». Et là, l'ennemi juré entre en scène, CZ, le patron de Binance. Ah, Changpeng Zhao, dit CZ, le grand rival. Binance, c'est le numéro 1 mondial. SBF et CZ se détestaient cordialement. Quand CZ voit l'article de CoinDesk, il sent l'odeur du sang. Le 6 novembre, un dimanche, il lâche un tweet assassin. Il dit en gros, au vu des révélations récentes, Binance va vendre tous ses jetons FTT. Boum, c'est la déclaration de guerre. C'est l'exécution publique. Quand le plus gros acteur dit « je vends », tout le monde panique. Le prix du FTT chute et là, c'est le bank run, la panique bancaire. Tous les clients de FTX se rusent sur l'application pour retirer leur argent en même temps.
Et c'est là que le vestiaire vide se révèle. Exactement. Les clients demandent leur manteau. Rendez-moi mes sous. SBF regarde dans le coffre et il n'y a rien, ou presque. Il manque 8 milliards. Il essaie de bluffer sur Twitter. FTX is fine. Assets are fine. J'ai vu ce tweet, il l'a effacé ensuite. C'était le mensonge ultime. Pendant qu'il tweetait ça, il appelait désespérément des investisseurs pour trouver de l'argent, non? Il appelait tout le monde. Il a même appelé CZ pour lui demander de racheter FTX. CZ a regardé les comptes pendant 24 heures et il a dit « Non merci, le trou est trop gros, je ne touche pas à ça ». C'était la fin. En moins de 48 heures, une fortune de 32 milliards s'est évaporée. Zéro. Faillite. Ce qui me fascine, au-delà des chiffres, c'est l'ambiance dans ce penthouse pendant ces 48 heures. T'imagines? Caroline Ellison, la PDG d'Alameda, les autres lieutenants, ils savaient tous que c'était fini. Ils savaient qu'ils allaient probablement en prison. Il y a des témoignages hallucinants sur ces derniers moments. SBF qui jouait à des jeux vidéo, League of Legends, pendant les réunions de crise. Caroline Ellison qui écrivait dans son journal qu'elle était soulagée que tout ça arrête, parce qu'elle n'en pouvait plus de porter ce secret. C'était une cocotte minute psychologique. Et après, l'arrestation, les images de SBF menottées aux Bahamas, puis le procès à New York. J'ai suivi le procès. Ce qui m'a frappé, c'est la trahison. Tous ses amis, Gary, Caroline, Nishad, ils ont tous plaidé coupables et ont témoigné contre lui. C'est le